Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'auditorium du Musée d'Histoire. Merci au Musée d'Histoire de nous recevoir pour cet événement. C'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant 18 mois. Ce projet de création musicale dont vous allez voir quelques bribes ce soir, puisqu'on va vous dévoiler que 40-45 minutes du spectacle que vous pourrez voir si vous avez la chance samedi soir aux 5 continents, en ouverture des 5 continents, parce qu'il y a très très peu de places, je crois que c'est quasiment plein. Voilà, bon. Donc, essayez quand même, peut-être qu'il y aura de la place. Donc on est ravis de vous montrer ce travail qui a mûri depuis maintenant 18 mois. Et avant, en fait, le point de départ, c'était un film de Mathieu Verdeil sur Claude Maquet. Mathieu a travaillé pendant 15 ans sur ce film. Et suite à ce film-là, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, est né le désir d'une création musicale sur laquelle on travaille donc depuis maintenant 18 mois. À l'issue du film de Mathieu, Mathieu a fait visionner le film à Christiane Taubira, qui spontanément a accepté de nous soutenir. Et son soutien s'est traduit par le fait de marrainer tout ce qu'on a entrepris autour de Claude Maquet à partir de ce soir et jusque pendant plusieurs années, on l'espère. Christiane Taubira devait être là ce soir. Voilà, c'était la petite surprise qu'on voulait vous faire. Elle s'était engagée à être là ce soir et jusqu'à samedi. Et puis, vous imaginez les emplois du temps de ce genre de personnalité. Ce n'est pas possible. Elle nous a fait une belle surprise. Elle nous a posté un petit film où elle présente et elle explique pourquoi elle soutient ce projet-là. Donc on va commencer par ça. Ensuite, il y aura 40-45 minutes de musique en trio. Donc la vraie version, c'est à 5, à la version pleine. Là, ce soir, ce sera à 3 musiciens. Et puis ensuite, il y aura des interventions, puis des temps d'échange avec vous, surtout si vous avez des questions autour de Claude Maquet. Voilà, c'est un peu l'idée de cette soirée, en fait. C'est quand même qu'on puisse échanger avec vous. Si vous avez des questions autour de cet auteur majeur, que vous allez découvrir ce soir. Mathieu. Bonsoir, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. On va dérouler effectivement l'ensemble de la programmation d'autres événements après le Jazz 5 continents qui vont se passer jusqu'à la fin de l'année et les années à venir. Donc je suis ravi que dans les salles, il y a beaucoup de gens avec qui on a travaillé tout au long de ces années, donc on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, on va écouter notre marraine. Monsieur le maire de Marseille, cher Benoît Payan, Madame la maire des 15e et 16e arrondissements, Nadia Boulinseur, Madame la consul générale des États-Unis, Madame Kristen Grauer, très chère Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements, et Mathieu Verdeil, Lamine Diagne, et vous autres, quel que soit votre degré d'implication, dans la préparation ou la participation à ces moments de fête et de réflexion autour de la personne et de l'œuvre de Claude Maquet, je sais que la soirée sera belle. J'y ajoute ma voix depuis l'Amazonie où je suis retenue par des déplacements en ce moment sur le plateau des Guyanes et dans la Caraïbe. Mais je sais que la soirée sera belle, que le musée d'histoire de Marseille, avec sa remarquable et passionnante collection permanente, accueille le lancement de cette année Maquet. Que le festival Jazz des 5 continents, cette équipée musicale à la fois hardie et déliée, en fasse un marqueur d'ouverture. À la fois ces lieux et ces circonstances offrent un écrin exceptionnel aux événements liés au centenaire de Claude Maquet à Marseille. Évidemment, cette année Maquet va déborder sur les années suivantes, à la mesure de l'intense relation que Claude Maquet a nouée avec la ville de Marseille, ses charmes, ses secrets, ses mystères, ses excès. Ce sont les sons du monde qui vont s'entremêler ici à Marseille, tout comme Maquet a transporté les bouleversements, les fracas et les tracas du monde de son époque entre Kingston, Jamaïca et Harlem,
entre Harlem et Marseille, Marseille et Rabat et Tétouan, Londres et Marseille, Marseille et New York, Berlin et Marseille, Marseille et Moscou, Petrograd et Hambourg, Greenwich Village et Paris, Tanger et Marseille, et quand même, finalement, de Marseille à San Francisco, puis Chicago, avant de reposer définitivement dans le Queens à New York. Ses romans, ses essais, sa poésie nous font traverser toutes les émotions humaines et nous renvoient à nous-mêmes avec des interrogations existentielles. Comment vivons-nous parmi les autres, avec les autres, sans les autres, contre les autres? Malheureusement, vivre contre les autres demeure une ambition contemporaine, mais nul n'est dupe. Nous savons que nous ne faisons du tort qu'à nous-mêmes, car les injustices, les inégalités, l'indifférence au malheur des autres, aux discriminations qui frappent les autres, aux torts infligés aux autres, aux cruautés exercées sur les autres, ne font que tisser des désastres au-dessus de nos propres têtes et entasser des hypothèques sur nous-mêmes, notre tranquillité, notre confort, notre sécurité. Banjo, le roman de Claude Maquet, de même que Romance in Marseille ou Retour à Harlem, ainsi que ses autobiographies, sont en fait des manuels de fraternité. Vivre avec les autres n'exclut ni désaccords, ni disputes, ni conflits, mais vivre contre les autres nous expose à des vulnérabilités individuellement et collectivement, des vulnérabilités les plus inattendues. Et cela survient lorsque les institutions ne sont plus un bien commun et partagé, mais qu'elles sont préemptées par des corporations partisanes, sectaires, réactionnaires ou oligarchiques. À la croisée de ce centenaire de vagabondage politique et littéraire de Claude Maquet, de ce 23e anniversaire du Festival Jazz des 5 continents, de ce quarantenaire du Musée d'Histoire de Marseille, à cette croisée, il y a l'idée de ce que l'histoire apporte à nos consciences, de ce que la musique témoigne de notre endurance, de nos résiliences, de notre créativité, de ce que la littérature rafistole lorsqu'elle embrasse les vies cassées des laissés-pour-compte et qu'elle met en lumière les fraternités improbables et les solidarités coriaces. À la croisée de ces idées et de ces anniversaires, il y a l'idée d'un monde d'où ni la joie ni la beauté ne peuvent être définitivement vaincus. Mais cela ne peut être sans lutte. En attendant, profitez de votre belle soirée. À chacune, à chacun d'entre vous, belle, bonne et douce année Maquet. Mais d'abord, très belle soirée.
quand je serai mort et oublié, sans nul vivant qui se souvienne mes traits, quand sous une glaise étrangère mes os pourriront, sans un arbre, sans une pierre qui les signale, peut-être qu'un jeune homme songeur, brûlant de passion, tournant les pages moisies de vieux volumes, en quête de vers anciens, au relent d'amour et d'alcool, tombera sur une chanson de moi. Et doucement, peut-être, il sifflera la mélodie en se demandant qui donc, jadis, écrivit ces vers. Ou encore, assis, un temps il méditera ces simples mots qui l'ont tellement touché. Quand je serai parti. Quand je serai parti, ce premier poème a été écrit par Claude McKay en 1922. C'est un peu comme un message qu'il nous envoie d'outre-tombe, une bouteille qu'il jette à la mer. Et cette bouteille, nous l'avons recueillie. Et on en a pris soin. On a décidé de lui rendre hommage. On a fait corps avec ses textes, on a fait rythme, on a fait chant avec sa musique intime, sa pensée, qui est d'une actualité troublante, vous allez voir. Alors voilà, ceci n'est pas vraiment un concert, ni même un spectacle, c'est plutôt une convocation, un dialogue avec un poète disparu il y a plus de 70 ans, Claude McKay. Claude McKay est né en 1889 à la Jamaïque, et depuis que j'ai rencontré sa pensée, ses romans, ses poèmes, il m'arrive de lui parler. Je lui écris des lettres. Cher Claude, il est un temps plus avant les choses de notre temps, un temps hors des radars de l'histoire, un temps d'avant les cycles, un paradis perdu, notre Afrique originelle. C'est le lieu de notre enfance commune, une terre matrice de toute vie, aimante et nourricière, dont la nuit contient tous les mystères. À ceux qui ont ouvert les yeux dans cette nuit effrayante, elle a donné des pouvoirs et des clés, une certaine intuition du vivant qui se cache sous la croûte des choses. Claude, cette terre d'origination, je l'entends dans tes poèmes sur la Jamaïque, l'île qui a bercé tes premiers rêves d'enfant. Tu écris en langue créole, tu t'écoules dans cette langue maternelle. Tu es le premier poète qui signe cette oralité créole. C'est une promesse formulée en actes que tu tiendras toute ta vie. Tu n'as jamais écrit pour prendre de la hauteur ou pour t'extraire de ta condition. Tu t'es plongé dans le monde. Tu l'as respiré à plein poumon, savouré goulûment.
Claude, tu vas quitter ton île natale, la Jamaïque. Tu partiras étudier en Alabama, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et là, tu vas être confronté à la violence du Sud, le racisme, la ségrégation, les lynchages. Son esprit dans la fumée monta jusqu'au plus haut des cieux. Son père, par le plus cruel chemin de la souffrance, l'avait une fois encore rappelé en son sein. L'horrible péché restait encore sans rémission. Toute la nuit, une étoile brillante et solitaire, peut-être la même qui l'avait toujours guidé, mais l'abandonna finalement aux caprices sauvages du destin, fixait de pitié le balancement du carbonisé. Le jour pointa, et aussitôt la foule bigarrée vint voir l'horrible corps balancé dans le soleil. Les femmes se pressaient pour voir, mais aucune ne montra de chagrin dans ses yeux d'acier bleu. Et de petits gosses, lyncheurs de demain, dansaient autour de l'horrible chose dans une satanique jubilation. En 1919, les États-Unis vont être agités par une vague de violence. On appellera ça le Red Summer, mais ça va durer bien plus qu'un été. Pendant près d'une année, les Noirs vont être agressés, massacrés, lynchés. En réponse à toute cette violence, Claude McKay écrit un poème, « If We Must Die ». Et ce poème va devenir célèbre. Il va se frayer un chemin dans toute la communauté noire. On va le chanter le dimanche à l'église. On a retrouvé dans les archives une interview de Claude McKay dans laquelle il récite ce poème et il le commente aussi. Voici ce qu'il dit. « Je ne me suis jamais considéré comme un poète noir. J'ai toujours su que mon don poétique allait au-delà des considérations d'un peuple en particulier. Même si beaucoup de mes poèmes traitent de questions raciales, je les ai écrits comme un appel universel. If We Must Die est un poème universel. Là où se trouvent des êtres opprimés, acculés, abusés, bafoués et assassinés, qu'ils soient des minorités ou des nations entières, noirs ou marrons ou jaunes ou blancs, catholiques ou protestants ou païens, If We Must Die peut être justement déclamé. If we must die, let it not be like hogs, hunted and pent in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our cursed lot. If we must die, oh, let us nobly die, so that our precious blood may not be shed in vain. Then even the monsters we defy shall be constrained to honor her though dead. Si nous devons mourir, que ce ne soit pas comme des porcs, traqués et parqués dans un enclos infâme, pendant qu'autour de nous, les chiens enragés aboient et se moquent de notre triste sort. Si nous devons mourir, nous mourrons noblement afin que notre précieux sang ne soit pas versé en vain. Alors même les monstres que nous défions seront contraints de nous honorer dans la mort. Ô mes frères, nous devons affronter l'ennemi commun. Même inférieurs en nombre, montrons notre bravoure. Pour les 1000 coups reçus, rendons un coup mortel.
Qu'importe si devant nous s'étend la tombe ouverte, en homme nous ferons face à la meute meurtrière. Qu'importe si devant nous s'étend la tombe ouverte, en homme nous ferons face. Le dos au mur, mourant, mais rendant coup pour coup. Claude, tu vas quitter Harlem, les nuits de Harlem, la folie des nuits de Harlem. Tu vas poursuivre ton rêve de vagabondage. Tu seras de toutes les parties dans un siècle traversé par de grands bouleversements. Un jour à Londres, aux côtés de Sylvia Pankhurst, tu vas défendre les ouvriers et les premières suffragettes. À Berlin, Tanger, Barcelone, à Moscou, pour le 4e congrès de l'International, tu vas devenir une véritable star, le poète révolutionnaire. À Paris, dans le salon des Sœurs Nardal, tu vas rencontrer le jeune Aimé Césaire. Et c'est ta liberté de penser qui lui inspirera son concept de négritude. Mais à la jeunesse bohème et au salon littéraire parisien, tu préféreras Marseille. Parvenu dans le port de Marseille au hasard de ses pérégrinations, Ray avait succombé à son attrait étrange de la même façon que les gars noirs du port. Il était arrivé là au cours d'une de ces périodes d'agitation violente où il en venait à penser que s'il ne pouvait parvenir à donner libre cours à son imagination, il éclaterait en 1000 fragments dénués d'expression. Le vieux port lui avait offert au plus intime de son cœur un refuge ringard et surpeuplé, où il pouvait pour ainsi dire vivre en pension
et s'entourer de la solitude nécessaire pour noircir au crayon sa page d'écrivain. Ray était séduit par la magie de la Méditerranée, éclaboussé par l'écume de sa séduction. Aucune des mers qu'il avait traversées ne lui ressemblait. Il se souvenait toujours de la mer des Caraïbes, la première eau salée dans laquelle il avait trempé son corps bronzé de jeune garçon. Mais son charme fait de rêves, d'alizés et de fraîcheur ne pouvait se comparer à celui de ce magnifique bassin d'eau bleue continuellement brassé par le commerce de tous les continents. Il adorait les quais. Si l'aspect de la ville elle-même était dur et sévère, les quais offraient un intérêt inépuisable. Là, chaque jour, il pouvait rencontrer un prolétariat pittoresque, venu des zones lointaines dont les noms enflammaient son esprit d'aventure. Mer des Caraïbes, golfe de Guinée, golfe Persique, golfe du Bengale, mer de Chine, archipel indien. Et toutes ces odeurs de nourriture terrestre qui se mêlaient sur les docks. Blé du Canada, riz de l'Inde, caoutchouc du Congo, thé de la Chine, sucre brun de Cuba, banane de Guinée, bois du Soudan, café du Brésil, peau d'Argentine, huile de palme du Nigeria, piment de la Jamaïque, laine d'Australie, orange d'Espagne et de Jérusalem. Dans l'entassement des caisses, des sacs, des tonneaux, dont certains laissaient s'échapper une partie de leur contenu, reposait dans la senteur chaude de leurs parfums généreux, la moisson splendide de tous les pays du monde. Claude, tu es tombé amoureux de Marseille. Tu as tout pris de cette ville. Son éblouissante beauté, sa misère crasse, son peuple bigarré. Tu lui as donné 2 beaux enfants, Banjo et Romancie de Marseille, qui a été édité il y a quelques années après avoir passé 90 ans dans un tiroir. 2 romans qui nous parlent d'une Marseille qu'on ne connaissait pas, une Marseille noire. Tu es tombé en amour pour la cité de Fossé. J'aimerais tisser un pont entre nos 2 Marseilles. 100 ans les séparent, mais quelque chose demeure, immuable. Dans les regards, dans les corps, une certaine façon qu'ont les gens de s'apprivoiser ici, à Marseille. Marseille, vague humaine, masse mouvante de notre chair, le lent mélange des genres et des couleurs, l'espoir d'un monde meilleur. À la terrasse d'un café, j'observe le monde qui tourne autour de moi. Je vous invente des destinées, je vous aime dans toute votre beauté, ce qui vous dépasse, ce qui malgré vous nous rapproche. Humaine condition qui me touche jusqu'à l'affliction, intelligence sensible sans fonction, roue libre, jetée du haut de la colline, l'espoir d'un futur fraternel. Marseille, je peux sentir le monde qui palpite dans tes rues, tout le monde, ses beautés, ses laideurs, comme un diamant dans un écrin de misère. Ils ont navigué le désert et la mer, ils sont arrivés là et ils se sont sentis d'ici. Quand on construit des murs pour protéger nos deniers, elle ouvre encore ses bras, elle nous prend tous contre son cœur, cette bonne mère perchée sur son rocher. Brun, noir, chocolat au lait, crème glacée plus pâle que l'ivoire, toutes les couleurs de l'humanité en un point regroupé. Mais quel est ce phare, cette Babel, ce refuge où s'inventent de nouvelles langues? Irrévérencieuse, sale, plus moche que belle que moche, berceau léché de Méditerranée, écume joyeuse sur fond de fin annoncé, Marseille. C'est une cité de Fossé, une merveilleuse Marseille. Et s'il fallait compter les points, savoir qui accueille vraiment sans crier à l'invasion des Sarrasins, tu serais la première.
On veut te farder, te passer du baume, te faire belle comme on maquille une vieille putain. Mais faut pas te la faire à l'envers, non, non. Tu connais l'homme, tu l'accueilles depuis 3000 ans, tu le reçois dans ta calanque, ton refuge aussi rude que soyeux. Tu es aussi belle que laide, et c'est comme ça que je t'aime. Marseille. Marseille. Le commerce. Le commerce. Le commerce. De tous les mots, c'était le plus magique. Sa sonorité, sa couleur, sa forme, sa puissance et sa grandeur. Triomphant de tous les obstacles naturels et humains, sublime, mais ayant cependant pour éternelle compagne l'obscénité. Marchant la main dans la main avec la putain, dans toutes les relations entre les nations, entre les individus, entre les petits peuples et les grands, les peuples modernes et les peuples primitifs, ces deux amants s'imposaient et prospéraient comme s'ils étaient inévitablement complémentaires. Ray se demandait s'il aurait pu en être autrement, s'il était fou de sa part d'imaginer le concours splendide des civilisations du passé, du présent et de l'avenir, indépendamment de ces deux créatures nées des appétits de l'homme. Nous qui nous révoltons contre les badines métalliques de la vie, nous qui enseignons comment penser aux irréfléchis, nous éclairons les causes comme des étoiles ardentes, poussons la multitude sur le seuil d'un monde plus libre. Nous arborons toutes les couleurs de l'humanité, courageuse est notre vie, peu soucieuse de nos habits. Nos pensées sont des langues de feu, nos mots sont des faucilles qui défrichent les ronces qui poussent autour de l'esprit. Nous qui sommes voués à accomplir un rêve meilleur que celui d'un sommeil confortable, qu'avons-nous à gagner ? Nous créons les visions de l'humanité et de ces sombres désirs forgeons des choses en or. Nous jetons nos pensées dans le vent qui sème, nous leur avons donné des ailes éternelles. Nous qui faisons des hymnes, la haute musique de révolte, qui travaillons les mots comme les marins les cordes pour qu'ils frappent les hommes comme la foudre. Qu'avons-nous à gagner ? Nous verrons des tyrans remplacer les rois déchus. Nous verrons les pensées que nous aimions tant tordues, déchirées, mutilées, renforçant la tyrannie des singes nouvellement couronnés. Nous n'avons rien à gagner. Nous n'espérons plus rien. Pourtant, nous devons sonner la révolte et aller de l'avant. La tyrannie éternelle doit être combattue. Qu'importe quelle est la cape d'un roi ou d'un paysan, la brute peut triompher partout. Nous ne rêvons pas d'un monde parfait,
mais nous avons la volonté de faire et d'oser. La volonté de faire et d'oser. Wim Welker. Jérémy Martinez. Alors nous qui nous révoltons, que vous venez d'entendre, c'est un poème de Claude McKay qu'on a mis en musique. Et voilà, il l'a écrit en 1925. Il y a presque 100 ans de ça. Et on voit que 100 ans après, on se révolte encore. Il y a un texte qui n'est pas de lui que j'aimerais lire justement, en parlant de ce qu'est la révolte et de ce qu'on appelle la violence. Un texte de Dom Helder Camara. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Claude, notre dialogue touche à sa fin. Tu nous as fait voyager, vagabonder au travers le monde. Tu nous as décrit les endroits que tu traversais, le monde de ton temps. Laisse-moi te parler de l'endroit où j'ai grandi. Zone périurbaine, quartier prioritaire, lotissement béton, cité dortoir, ville bidon, quartier périphérique, population immigrée, noire, arabe, pauvre, défavorisée, habitat précaire, échec scolaire, jeunesse enflammée, sans diplôme, origine contrôlée, violence, insécurité, gang, trafic, criminalité. Mais c'est quoi une cité? Une banlieue? Un lieu au banc de la société? Un lieu banni? Un lieu pour ceux qu'on ne veut pas voir? Vous avez remarqué? Ils ne viennent pas à nos divertissements, nos concerts lyriques, nos écritures contemporaines. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne les a pas invités. On les a mis loin du centre, après les portes de la ville, derrière les remparts, on ne sait jamais. Alors même si on fait des efforts, on apporte la culture au pied des immeubles, on offre des places gratuites, ça fait trop longtemps. Et il faudra plus que du temps. Une ville française, normalement, c'est un peu comme une quiche, blanche en son centre, avec les petits lardons qui baignent dans la crème. Vous le voyez, le petit centre historique hyper bourgeois, avec des magasins de luxe et des pâtisseries hors de prix? Autour, il y a la croûte, brune, durcie par le feu, où s'entassent les immigrés de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième génération. Jusqu'à quand la quarantaine?
7e, 8e, 9e génération. Marseille, c'est différent. Marseille, la sainte putain, ouvre large ses cuisses, offre son ventre, son antre, son port, accueille le monde en son sein. Cité bénie, lavée de sa consanguinité par cette multitude séminale grouillante de vie. Le monde, c'est vachement grand. Les hommes, c'est un truc de fou. Ils sont tous différents dans les corps, dans les regards, dans la langue. Alors on est loin de la cité idéale. Non, on n'y est pas du tout même. Mais tous les ingrédients sont là. Et si on pouvait se reconnaître, se voir dans le fond des yeux, regarder de l'autre côté, derrière le masque, derrière la peur et le fantasme, se sentir proche, comme les membres d'une même famille. Une famille recomposée, exubérante de beauté, avec des gueules pas possibles, tous pas pareils, tous différents, et puis tant mieux. On sera toujours plus proche que différent. 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat. 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat. Merci. Merci beaucoup. Merci à lui de nous inspirer. On prend quelques minutes pour changer le plateau.
1, 2. Ah, et l'autre, ah oui, on a le deuxième. Bien, rebonsoir. Ce projet, donc, vous l'avez compris, c'est une forme hybride entre ce que vous pourrez voir dans la... Merci. C'est une forme hybride entre la version à 5 musiciens et les projections les images de Mathieu Verdeil. Donc là, ce soir, c'est un tout petit peu frustrant parce qu'elles n'y sont pas. Mais j'espère que ça vous donne envie. On va le redonner à Marseille. Alors évidemment, on le donne le 8 juillet en ouverture des 5 continents. Et puis il y a d'autres dates qui vont arriver dont on parlera, notamment en octobre. Le 21 octobre, en ouverture du Festival de la Maison du Chant, et puis au Mucem en décembre, et puis il y a des belles dates qui se profilent à Strasbourg, à Paris, à la Maison de la Poésie. C'est vraiment un spectacle qui suscite beaucoup d'engouement. Et puis, pour ce faire, il a suscité aussi beaucoup d'engouement au niveau des collectivités, des partenaires privés qui l'ont soutenu, sans qui ce ne serait pas possible. En premier lieu, alors toutes les collectivités, je ne vais pas toutes les citer, mais tout le monde a participé financièrement à ce projet. Et en premier lieu, la ville de Marseille. Et ce soir, on a l'honneur d'avoir Jean-Marc Coppola, adjoint au maire en charge de la culture de la ville. Si Jean-Marc, vous voulez dire quelques mots autour de ce projet. Et Fabrice Denise, directeur du musée d'histoire. Si, Fabrice, tu veux bien nous rejoindre aussi peut-être? Ouais, non, comme tu veux. Merci Maxime. Bonsoir à toutes et à tous. Juste vous dire, parce que bon, après ce qu'on a entendu de Christiane Taubira et puis cette création de la mine, Diagne, mes mots peuvent être d'une banalité déconcertante. Mais vraiment merci. Voilà. Grand merci pour cette création. On n'en a eu qu'un extrait. Merci parce que effectivement, ça fait réfléchir sur l'actualité au-delà de faire découvrir ou redécouvrir Claude Maquet, ce journaliste, cet écrivain qui a eu un regard sur Marseille il y a une centaine d'années et qui est d'une actualité aussi incroyable. Et donc merci parce que c'était plein à la fois d'émotions mais de réflexion. Et on se dit surtout que bien il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier, parce que effectivement entre l'humanité et la barbarie, il ne peut pas y avoir de compromis, fut-il historique. Et donc nous sommes sans cesse face à des choix, et ce choix il est vraiment d'une grande actualité. D'autant plus que nous sommes ici à l'auditorium du musée d'histoire de Marseille, et avec son directeur Fabrice Denise, mais toutes les équipes, c'était pas évident il y a 2-3 jours qu'on puisse tenir ce spectacle, cet extrait qui donne un avant-goût du spectacle qu'on aura la chance de découvrir, en tout cas pour celles et ceux qui iront au théâtre de la Sucrière dans les 15e et 16e arrondissements. Mais ce n'était pas évident parce qu'effectivement, le musée d'histoire de Marseille a subi, j'allais dire, un peu des dégâts collatéraux de ce qui s'est passé au centre Bourse, mais qui doit faire réfléchir, là aussi, comment dans une république fracturée, fracassée, eh bien, on essaye de se battre toujours pour l'émancipation humaine, pour la démocratie et pour la République. Et Claude Maquet, je trouve que ça vient à point nommé cet hommage, parce qu'il permet de réfléchir à partir de son regard à la fois en ayant parcouru de nombreux pays, à travers les combats, à travers ses écrits, mais aussi à travers le regard et le vécu qu'il a eu ici à Marseille, en fréquentant à la fois le monde ouvrier, mais aussi le monde littéraire. Donc je trouve que c'est une belle création. Merci encore pour ce que vous avez fait. Merci à Maxime. Merci aussi à j'ai perdu ton prénom. Mathieu, pardon, Verdeil, pour tout cela. Et puis vraiment, c'est une grande fierté pour la ville de Marseille que de soutenir ce type de création. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis rendez-vous bien sûr avec Jazz des 5 continents,
qui va nous offrir aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de moments, de retrouvailles. Bon, et puis je ne peux pas m'empêcher aussi de dire que à partir de demain soir, et c'est en concurrence parce qu'on est capable de faire un peu tous les événements, toutes les manifestations, mais à partir de demain soir va s'ouvrir la 4e édition de l'été marseillais, c'est-à-dire des animations ouvertes à toutes et tous, des animations qu'on a voulues il y a 4 ans, particulièrement à destination des familles marseillaises qui n'ont pas la chance de partir en vacances ou de partir peu en vacances. Et donc, le geste que nous faisons au-delà des spectacles gratuits, qui vont commencer d'ailleurs sur le Vieux-Port, c'est d'ouvrir sur tous les territoires de Marseille nos équipements culturels, sportifs, sociaux, et ainsi profiter d'un été apaisé et tous ensemble. Merci. L'idée de ce moment, c'était de voir si vous, déjà, vous aviez, avant qu'on vous présente un petit peu l'année Maquet, puisque cette création donc, lance une année Maquet, voire plusieurs années, si vous aviez des remarques à faire sur Maquet, sur ce que vous avez vu, et que voilà, ce soit un temps d'échange construit et nourri de vos réflexions. Juste avant de vous laisser la parole, si d'aventure vous voulez la prendre, vous dire que ce projet a agrégé bon nombre de partenaires. En fait, il a la particularité, et c'est aussi en ça, je trouve qu'il est riche, déjà de réunir 4 structures, la compagnie de la mine, la compagnie Lenel, Mathieu Verdeil, qui est un bureau de production, Prodigart, et puis les Maisons du Chant, donc 4 partenaires majeurs. Et puis d'autres partenaires, le Musée d'Histoire, bien évidemment, la Ville de Marseille, l'AMI, qui nous a soutenus, le Cré du Port, etc. Il y a vraiment, c'est ça, je trouve, hyper intéressant sur ce projet, c'est qu'il prend racine à Marseille, et il a été soutenu par énormément de structures. Ça fait maintenant 1 an, 18 mois qu'on chemine. On a été accueillis en résidence. Évidemment, les 5 continents qui ont soutenu dès l'origine ce projet-là, à travers des temps de résidence, et puis l'accueil le 8 juillet. Donc on a été gâtés, et j'espère qu'on sera à la hauteur, et je pense que oui, de tous ces soutiens. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir sur ce que vous avez vu et entendu? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. La différence quoi entre ce qu'on vient de faire et... Bah... Déjà, il y a les images, il y a aussi la voix de Claude Maquet. Alors, je ne vais pas vous gâcher toutes les surprises, mais quand je parle des archives, en fait, on les a vraiment retrouvées. Donc, on a créé un dialogue avec la voix de Claude Maquet. Son poème qu'il récite lui-même, on l'a mis en musique. Donc, on a fait rapper Claude Maquet. Voilà. Et puis ces images fabuleuses quand même, hein, qui sont parfois des gifles. Voilà, que vous avez créé, Mathieu, avec Éric Massua. Et moi, ça amène toute une autre dimension encore au spectacle. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Les textes de Claude Maquet avec ses images, ça raconte déjà énormément. Après, dans la genèse de ce projet, je dirais c'est ta faute. Hein. Mathieu réalisait un film sur Claude Maquet de Harlem à Marseille et il m'a sauté dessus à la sortie d'une pièce de théâtre. Il voulait que je prête ma voix pour son film. Il m'a parlé de Claude Maquet à 200 à l'heure. Je comprenais rien à ce qu'il me disait parce que je connaissais pas Claude Maquet. Bref, il a vu que je comprenais rien. Il m'a donné Banjo. Il m'a donné un exemplaire de ce roman. J'ai lu et là, j'avoue que c'était une belle rencontre et depuis, j'ai pu découvrir toute sa pensée, ses poèmes, ses romans et c'est avec plaisir qu'on chemine ensemble là-dessus. On précise pour ceux qui ont vu le film que ce n'est pas du tout le film mis en musique ou un ciné-concert,
c'est autre chose, c'est des musiciens, c'est de nouveaux musiciens et c'est une nouvelle création visuelle que vous découvrirez sur 3 écrans. Et pour moi, c'est une découverte de travailler comme ça. Et merci, un grand merci à Eric Massua qui nous a aidé à le mettre en espace. Donc voilà, ce spectacle, voilà les musiciens, Christophe Moncontant à la contrebasse, Ben Rando, voilà, deux personnages qui sont ici, et puis Jérémy et Wim que vous venez d'entendre, d'écouter. Et alors une des spécificités de ce spectacle, ce n'est pas uniquement un concert, on entend la bonne maquette, et puis aussi on interviewe, on avait interrogé des Marseillais à la recherche en fait du parallèle entre Marseille aujourd'hui, Marseille de Maquet. Est-ce que les personnages de Maquet sont toujours présents? Et ils sont présents, certains sont même dans la salle. Donc on les a fait témoigner sur leur trajectoire, leur exil éventuellement et leur façon d'être à Marseille. Et ils intègrent au spectacle, certaines chantent, on les accompagne, voilà, vous découvrez tout ça. Et du coup j'en profite pour saluer le comité Maméga, de nos partenaires, beaucoup de représentants ici, qui nous ont accueillis à la Busseline. On a pu recueillir des témoignages là-bas. On a été aussi à Noailles, dans le centre, jusqu'à Martigues, parce que Martigues nous a appelé en résidence. Donc, voilà, le spectacle est multimédia. Donc, de ce spectacle, après, on a eu envie de faire un livre et un disque. Un livre parce que, en créant ce spectacle, on allait découvrir des nouveaux poèmes de Claude Maquet. Les poèmes de Maquet n'ont pas été traduits en français pour la plupart. Donc nous, on a été exhumé un petit peu ses écrits, on a découvert beaucoup de poèmes qui nous ont plu, on en a sélectionné quelques-uns. Et puis il y a les textes de la mine qu'il a écrit, vous avez entendu une partie, d'autres aussi qui ne sont pas dans le spectacle. Donc ce livre va regrouper tous ces textes, ainsi que une préface de notre marraine, Christiane Taubira, et sans doute un texte de Raphaël Imbert aussi pour évoquer Maquet et Marseille et le jazz. Et puis, il va y avoir un disque. Je vous laisse en parler un petit peu. Alors, plutôt qu'un disque, c'est un livre audio. Dans un premier temps, c'est ça qui va sortir. C'est-à-dire qu'on a sélectionné dans le spectacle des passages qui accompagneront la lecture et on a aussi fait figurer d'autres choses qui n'étaient pas présentes dans le spectacle. Donc, c'est deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas semblables. Peut-être dire que le livre sera édité grâce à la maison d'édition Héliotropisme, par laquelle Claude Maquet était remis au goût du jour, puisque donc il a réédité, c'est ça, en premier lieu. Donc il a édité l'inédit Romance de Marseille. Vous n'avez pas pu rater cet événement littéraire majeur il y a 2 ans. Et puis cette année, il a réédité Un sacré bout de chemin autobiographique. Et donc dans l'année à venir, dans le temps à venir, il y a encore un recueil de nouvelles inédites. Dont une écrit à Marseille et une autre écrit en Bretagne, à Douarnenez, qui s'appelle Dîner à Douarnenez. Et puis donc ce livre audio qu'on va commettre ensemble. Voilà, donc Renaud Bouc n'est pas là ce soir et il s'en excuse. Mais donc ce sera en partenariat avec la maison d'édition Héliotropisme et puis un label phonographique marseillais qui s'appelle Label Maison Bleue. Voilà, donc c'est aussi un beau partenariat à cet endroit-là et ça devrait sortir normalement à l'automne, on espère. Parce que dans ce projet va nous rejoindre un artiste américain. Baptism. Into the furnace let me go alone. Stay you without in terror of the heat. I will go naked in, for thus 'tis sweet. Dans la fournaise, laissez-moi aller seul. Restez à l'écart si la chaleur vous fait peur. J'irai nu, car c'est doux ainsi.
into the weird depths of the hottest zone. Dans les profondeurs étranges de la zone la plus chaude, I will not quiver in the frailest je ne bone. frémirai pas même dans les zones les plus fragiles de mon être. You will not note a flicker of defeat. Vous ne noterez aucune lueur de défaite. My heart shall tremble not its fate. Mon cœur to ne meet. tremblera pas devant le dessein qui l'attend. My mouth give utterance to any moan. Ma bouche n'exprimera aucun gémissement. The yawning oven spits forth fiery spears. Le four béant crache des lances enflammées. Red aspish Les langues tongues rouges et aspiques, shout Crie mon nom. wordlessly my name. sans mot dire. Desire destroys, consumes my mortal fears, Le désir détruit consume mes peurs mortelles transforming me into a shape Me transforme. of flame. en une forme de flamme. I will come out, back to your world of tears, Je reviendrai à votre monde de larmes, a stronger soul l'âme plus forte, with a finer frame. dans une charpente plus fine. C'est pas mal, hein? Voilà, et Mike Ladd nous a mis en contact avec un ami à lui qui est jamaïcain. Et la particularité de certains poèmes de Claude McKay, c'est qu'ils sont écrits vraiment dans ce patois jamaïcain. Et donc c'est vraiment super de les entendre dans leur langue originale, quoi. Ça change tout, et parce que c'est compliqué à lire en fait. À lire, on a du mal à le comprendre, mais quand on l'entend, ça change tout. Et on ne pouvait pas demander à un Américain d'imiter l'accent, enfin c'était ridicule, quoi. Donc on est très content de ça, et ça fera partie du livre audio. Mike, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un slammer rappeur qui participe à plein de projets et qui compose aussi. Il se trouve qu'il y a un autre lien avec Marseille, c'est que c'est lui qui a composé la musique de la récente série de Netflix qui s'appelle Transatlantique. Donc voilà, il connaît aussi assez bien la ville. Donc, et lui, on espère le faire venir au MUSEM. On va vous parler tout à l'heure de la soirée du MUSEM le 2 décembre. On y reviendra. Vous dire qu'il y a aussi ce film, donc ce film qui est un peu à l'origine du projet, film qui m'a pris 15 ans et voilà, maintenant qui commence à avoir été montré.
Alors voilà, bien sûr, tout ça n'aurait pas vu le jour, si, aurait vu le jour, mais en tout cas s'est construit en fait en même temps que les rééditions dont on parlait tout à l'heure. Et donc on salue Renaud Bouc des éditions Hélotropisme, qui ne peut pas être là parce que il travaille par ailleurs, mais en tout cas il est très important dans la renaissance, la remise en lumière de Claude Maquet, parce que ces ouvrages ces publications ont été largement saluées par la presse pour la qualité, bon, d'une part de l'auteur et d'autre part de l'édition. Vous voyez un travail graphique fabuleux. Ça, c'est Romancier de Marseille, un inédit, et Un sacré bout de chemin, sorti cette année, qui est une autobiographie qu'on vous conseille vivement et que vous pouvez suivre en regardant le film également. Donc voilà, on le salue bien bas, parce que bien fort. Et on peut noter que le renouveau de Maquet vient de Marseille, avec un éditeur marseillais, avec un réalisateur marseillais, avec un artiste marseillais et des producteurs marseillais. La ville de Marseille, bon, le premier coup de pouce a été fait par l'ambassade, le consulat des États-Unis à Marseille et l'ambassade des États-Unis à Paris. Il faut le souligner, c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier, nous ont permis de lancer la première étincelle. Ben, la ville a suivi. Les institutions commencent à suivre, et puis voilà, donc le chemin commence, hein, ça va être un sacré bout de chemin pour nous aussi, et là aujourd'hui on rentre sur le chemin, bien qu'on se soit un petit peu échauffé depuis 2 ans quand même. Donc Renaud Bouc, voilà, Renaud Bouc qui non seulement, non content de publier des livres, a aussi initié avec la faculté d'Aix-Marseille un travail avec notamment Alexis Nousse, comme il s'est fait appeler, et vice-doyen de l'université en charge de la recherche, que j'appelle à venir nous rejoindre. Et ensemble, ils ont créé la Banjo Society. Et donc c'est un groupe universitaire de recherche. Donc il va nous en dire quelques mots. Faire le caméléon est un trait fondamental de la vie. C'est ce qu'écrit Claude Maquet dans son autobiographie Un sacré bout de chemin. Faire le caméléon, Romain Gary l'a dit également. Si je le rapproche, Romain Gary et Claude Maquet, l'exilé noir, l'exilé juif, c'est pour montrer que nous devons hériter et de l'un et de l'autre. L'exilé noir, l'exilé juif, qui ont été témoins de leur siècle, témoins de la violence de leur siècle, et qui nous obligent à être témoins de leur témoignage, c'est-à-dire combattants, c'est-à-dire exilés, et prendre conscience de ce que veut dire hériter d'une œuvre, comme celle de Romain Gary ou comme celle qui nous réunit ce soir, celle de Claude Maquet. Nous avons créé à Aix-Marseille Université, dans l'UFR, pour laquelle je suis vice-doyen chargé de la recherche, une société qui s'appelle Banjo Society, Banjo du nom roman de Claude Maquet, sans l'œuvre d'Opus Magnus, le plus grand ouvrage. Et déjà dans le titre Banjo Society, ça fait pas très universitaire, il y a une volonté précisément de mettre l'université en demeure devant ce qu'elle devrait être. Alors pourquoi l'université, allez-vous me dire? Est-ce que c'est pour cautionner? Est-ce que c'est pour légitimer? Est-ce que c'est pour expliquer? Puis encore pour parasiter? Le discours universitaire, c'est un discours comme les autres discours. Avec peut-être une toute petite différence, c'est que le discours universitaire se doit d'être toujours critique. Critique à l'endroit de la société, critique à l'endroit de l'histoire, critique à l'endroit du savoir, y compris des savoirs qui sont véhiculés à l'université. Et Claude Maquet est l'une de ces figures qui oblige l'université à être proche de ce devoir critique. Parce que Claude Maquet, ça va dans tous les sens. Jamaïcain, nord-américain, européen, marseillais, maghrébin, noir, métis, homosexuel, hétérosexuel, communiste, catholique, tout, et encore, et encore. C'est-à-dire qu'il est véritablement, au-delà de son œuvre, au-delà de son œuvre d'écrivain, c'est un prisme au travers duquel les grandes questions de la société du XXe siècle, aussi du XXIe siècle,
Nous allons continuer avec un deuxième colloque cette année, à la fin de l'année, le 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre, un colloque qui va s'intituler Claude Mackay, voie de passage et chemin de traverse. Et les notions de traverse, les notions de passage, je crois, sont essentielles. Comme je disais, l'œuvre de Mackay, c'est une œuvre au prisme de laquelle nous devons penser à un grand nombre de questions qui nous interpellent, ça a été rappelé tout à l'heure, qui nous interpellent aujourd'hui, hier, ce matin. Les braises sont encore là. Et traverse, passage, je crois que c'est un moyen de reposer les questions essentielles, celle de l'identité, celle du langage, celle du combat, celle de l'égalité, celle de la dignité, celle de la migration, celle de la guerre, celle de la paix. Nous sommes tout à fait, je dirais, fiers de pouvoir mener cette œuvre au sein de l'université dans le compagnonnage d'artistes, dans le compagnonnage d'éditeurs, dans le compagnonnage de musiciens, parce que là, il y a véritablement, encore une fois, cette vocation essentielle de l'université, qui est de poser un regard critique sur ce qui se fait aujourd'hui, tout simplement. Je crois que Claude Mackay nous permet de réfléchir sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? Ça, c'est la définition que donnait Michel Foucault du discours. Nous sommes envahis par des discours. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? Et c'est très difficile. Je crois que c'est très difficile de comprendre, de percevoir qu'est-ce qui se dit aujourd'hui. Comment comprendre? Comment comprendre le drame migratoire? Comment comprendre la guerre en Ukraine? Comment comprendre les soulèvements à Marseille, à Paris, etc. Comment comprendre? Je crois que l'œuvre de Mackay nous réunit pour nous permettre de réfléchir et de nous mettre peut-être sur le chemin, je ne dirais pas d'une compréhension, mais du moins d'une approche. Donc c'est pour moi une grande fierté d'être auprès de vous ce soir. Je me sens à la fois légitime en tant qu'universitaire et en même temps comme un invité privilégié, je vous en remercie. Donc le rendez-vous se fera dans 3 endroits différents, les 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre. Le 30 novembre, ça sera sur le campus Schumann Aix-Marseille Université. Ça sera toute une après-midi consacrée à la traduction, parce que l'enjeu, on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est traduire. Qu'est-ce que veut dire traduire? Claude Mackay, d'une certaine manière, est un traducteur, même parce qu'il écrit en anglais, parce qu'il écrit dans un anglais extrêmement classique. C'est-à-dire que l'expérience des Caraïbes, l'expérience de l'esclavage, il l'a traduit dans un anglais extrêmement classique, avec des références à Shakespeare, à toute l'histoire de la poésie de langue anglaise. Donc, d'une certaine manière, réfléchir sur traduire Mackay, c'est aussi réfléchir sur traduire un traducteur. Donc, toute une après-midi, comment est-ce qu'on traduit cette langue extraordinaire de Mackay, avec un substrat jamaïcain, créole, et puis cet anglais extrêmement classique, et un anglais qui peu à peu s'ouvre à l'évolution de la langue anglaise au XXe siècle. Un atelier de traduction qui sera fait avec des étudiants, ouvert au public, avec des étudiants du master de traduction littéraire, où nous allons travailler sur des inédits en accord avec le Centre de traduction littéraire d'Arles. Et puis ensuite une table ronde sur les enjeux de la traduction de Mackay aujourd'hui. Table ronde, j'y serai convié, Renaud également, il sera participera. Et puis ça sera l'inauguration officielle de ce colloque. La deuxième journée, c'est le 1er décembre, ici même. 4 sessions où nous allons interroger ce rôle de passeur, de traversier de Mackay, à la fois les traverses transatlantiques et puis les traverses planétaires de Claude Mackay. Ce qui est important de comprendre, c'est la fonction critique, par exemple.
Merci beaucoup. Peut-être, en résonance avec vos propos, c'est le moment peut-être, Fabrice, de nous parler de pourquoi en fait le musée d'histoire a soutenu ce projet-là et qui s'inscrit, cette année Maquet s'inscrit aussi avec l'actualité du musée d'histoire, à savoir une exposition qui aura lieu l'année prochaine sur le Marseille de l'entre-deux-guerres et qui fait directement résonance avec ce Marseille que nous dépeint Claude Maquet. Et puis j'en profite pour remercier aussi le président de l'association Cette Production qui est là et qui est derrière tout ça. William Lilly aussi dans la scène, le nom du film. Et puis je l'ai déjà dit, le comité Manéga et les équipes de Prodigar. Voilà, j'en profitais. Je vais être très bref. Déjà, merci, un grand bravo pour l'aperçu que vous nous avez offert ce soir, vraiment. On est très heureux, Musée d'Histoire de Marseille, d'être dans le consortium de tous ces acteurs, ces partenaires qui vous accompagnent. C'est assez évident pour un musée comme le nôtre, qui se dit musée de société, que d'être présent d'une façon ou d'une autre, au-delà des aspects, on va dire, logistiques et financiers, mais on partage une même passion pour le récit historique. Et c'est la vocation d'un musée comme le nôtre, de raconter des histoires. Il y a plein de façons de raconter des histoires. Les musées racontent les histoires à leur façon, par de la muséographie, par toutes sortes de choses que vous pouvez voir dans ce musée, dès lors qu'il aura rouvert ses portes, on espère bientôt. Mais en tout cas, je pense qu'on a ça en commun, et c'est naturel que des artistes et des musées consacrés au récit historique se rencontrent. Et vous avez une façon de nous plonger dans l'univers et dans l'histoire de Marseille dans les années 20, en nous faisant passer des messages, en nous faisant passer des sentiments que peut-être des lectures un peu universitaires ou des approches un peu froides, mais parfois qui sont celles des historiens, ne permettent pas parfaitement de saisir. Donc vous donnez une dimension universelle à des sujets que nous traitons, nous, dans les musées, des fois de façon que l'on pourrait qualifier d'un peu élitiste, et je pense qu'on est parfaitement complémentaires, et c'est très bien qu'on fasse cette route ensemble. C'est un projet, nous, qui aussi scientifiquement, disons, s'inscrit dans un autre cadre, qui est celui de la préparation d'un programme que l'on appelle Marseille 1943, la mauvaise réputation, qui est un programme donc, qui est ici dirigé par Laurence Garçon, qui est dans la salle. Laurence a la responsabilité du mémorial des déportations, qui est un lieu qui est rattaché au musée d'histoire de Marseille. Vous connaissez peut-être ce mémorial, qui est, on va dire, adossé au MUSEM. Et donc le titre est assez explicite, et c'est une exposition qui va nous permettre de nous plonger dans une époque, et qui va nous permettre de nous plonger dans une histoire des idées, et dans une histoire des représentations très complexes et très contradictoires de cette ville de Marseille, vous l'avez dit. Et du coup, on va essayer d'expliquer pourquoi on s'arrête en 1943. Vous l'avez sans doute compris, parce que l'année 1943, le couperet tombe, et puis la décision de détruire les vieux quartiers de Marseille est prise brutalement. Et les télégrammes qui sont envoyés aux autorités locales par, on va dire, les nazis, eh bien, sont un concentré de tous les clichés qui s'accumulent à Marseille depuis la fin du XIXe siècle. Et il faut expliquer comment l'image de cette ville de Marseille se construit, et l'œuvre de Maquet s'inscrit complètement. C'est un des éléments, qui sera d'ailleurs présent dans l'exposition, qui participe pleinement de cette compréhension un peu kaléidoscopique, on va dire, de Marseille, très contradictoire. Voilà, et puis il y aura pour la Nuit des musées, également en 2024, ici même, au Musée d'Histoire de Marseille, un projet qui est en gestation, donc ça serait stupide de trop en parler. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a plusieurs variations autour du thème, et que nous, au Musée d'Histoire, on est évidemment ravis de pouvoir raconter cette histoire avec vous. Petite parenthèse, demain, à côté d'ici, dans le port antique, c'est une autre histoire qui est racontée par d'autres musiciens. Ce sont Vincent Berdemandeur qui anime ce festival de la mandoline, et qui va nous partager son histoire du vin dans le port antique, là, juste à côté. Donc voilà, c'est dire que les musiciens sont les bienvenus dans ce musée. Ils ont tant de choses à raconter avec nous. Voilà tout simplement ce que je voulais dire, et merci encore à vous. Je souligne que le festival de mandoline est porté par un producteur marseillais très dynamique, qui a beaucoup
Merci. Alors, 2 mots sur le festival de mandoline, puisqu'on me tend une perche. L'ouverture, c'était hier soir, c'était la 3e édition, et c'est un magnifique festival qui permet vraiment de déstructurer l'idée qu'on peut se faire de la mandoline, puisqu'on passe de la création à du rap. Dimanche, ici même, il y aura 12 Kawa, pour ceux qui connaissent la plume de ce magnifique rappeur, qui viendra nous raconter comment il vit la révolution dans ses textes et dans son histoire. Donc voilà, c'est un magnifique festival avec une belle dynamique. C'est la 3e édition et hier soir, il y avait 370 personnes dans la cour du conservatoire. Donc c'est un très très beau festival que je vous invite à venir découvrir. On a beaucoup parlé et on ne vous a pas beaucoup entendu. Alors c'est vrai que c'est peut-être intimidant et un peu comme ça ce rapport scène-salle. Si vous voulez parler, faites-le. Je ne sais pas comment faire mieux que ça. Vraiment qui avait inspiré, je crois, les artistes dans les retours qu'on avait pu en avoir. Voilà, alors si on n'a pas envie, qu'il y a rien qui me vient, c'est pas grave. L'idée, c'est pas que ce moment-là soit long. On a déjà, je crois, pas mal leur tourne. Donc, peut-être, voilà, s'il y a des choses qui viennent spontanément, sinon on va peut-être conclure. Une remarque, quelqu'un? On aura l'occasion, sinon, de se recroiser pour discuter. On peut faire aussi de manière informelle, juste là. Donc vous l'avez compris, une belle actualité sur le semestre, enfin, le trimestre qui arrivera. En octobre, il y aura une belle date, le 20 octobre, avec la forme que vous pouvez voir le juillet. Ensuite, il y a la Strasbourg, ça fait un peu loin. On revient en décembre au Mucem.